Quentin de la Chapelle, comme l'a dit Claire, je suis agriculteur dans la Marne, de la Marne. Donc, et je suis membre du CIVAM de l'Oasis, qui est un groupe qui réunit des agriculteurs et citoyens et sur les questions euh, de biodiversité, mais globalement d'évolution de l'agriculture et d'évolution de nos systèmes. Donc, on est dans une zone très céréalière, est du bassin parisien, un peu comme l'Île-de-France, et on a travaillé, en fait, on s'est constitué en 2008, au départ sur une action qui avait euh, donc en plein, en fait, en 2008, parce qu'on avait c'était le Grenelle de l'environnement avec la proposition notamment de créer des trames vertes à l'échelle nationale pour favoriser les corridors biologiques. À la même époque est sortie la première synthèse scientifique collective de l'INRA, qui faisait un peu un bilan à l'échelle mondiale bibliographique, une synthèse bibliographique des synergies entre agriculture et biodiversité, et qui voyait que parmi les éléments forts qui ressortaient de cette synthèse, on pouvait noter que l'activité plus forte des auxiliaires était dans les paysages complexes et liée dans 80% des cas aux habitats herbacés et dans 70% des cas des paysages avec des mosaïques d'habitats. Or, nous, en tant qu'agriculteurs, intéressés par les questions, par l'évolution des pratiques et sensibles à la biodiversité, on s'est dit qu'on était dans une zone où on était mal barré si on voulait compter sur la biodiversité pour réduire l'usage des pesticides notamment. Donc, on a eu l'idée d'essayer de mettre en place de réimplanter déjà des bandes enherbées et de travailler un peu, tester diverses compositions et évaluer un peu leur intérêt, et pour répondre notamment à la dernière question qui était posée sur l'intervention précédente, pour voir un peu quelles étaient les modalités et le temps qui permettrait d'avoir des services bénéfiques à l'agriculture et de pouvoir à terme démontrer leur intérêt auprès de nos collègues. Donc, on a construit ce projet entre agriculteurs, on s'est tourné vers notamment la région, le ministère de l'Environnement, enfin l'Adréal, pour leur proposer le projet. Ils ont été partants et du coup, on a travaillé avec des associations naturalistes pour les suivis entomologiques, mammifères et oiseaux, alors donc notamment la LPO, le CPIE et puis des associations locales. Et pour les suivis agronomiques, on s'est tourné vers la recherche, et notamment l'INRA de Colmar à l'époque, CIRFIS, qui est un bureau d'études de Véronique Sartout. C'était notamment parce comme on le sait, les espaces semi-naturels sont fondamentaux pour les auxiliaires des cultures. Et c'était notre entrée initiale a été double, c'était de montrer que, déjà, c'était de pouvoir se dire, en tant qu'agriculteur, si on retire des surfaces de notre production, est-ce qu'on va répondre vraiment aux objectifs d'amélioration de la biodiversité, vu le passif agricole qu'il y a? C'était une vraie question qu'on se posait. Donc ça, c'était les suivis floristiques qui étaient faits. Et d'autre part, à quelles conditions ces surfaces vont être bénéfiques pour l'agronomie? Et là, en fait, très vite, les chercheurs nous ont dit que en biblio, on pouvait le démontrer. C'est notamment, en fait, le plus important dans la diapo, c'est quasiment ce qui est écrit tout en bas. 9 auxiliaires sur 10 ont besoin des milieux non cultivés à un moment donné de leur cycle biologique, contre seulement un ravageur sur 2. Donc déjà, quand on voit ça pour un agriculteur, on se dit qu'on a peut-être plutôt intérêt d'avoir des zones cultivées dans notre secteur. Pour compléter, il y a une étude là qui est récente qui vient d'être publiée qui note, qui a été fait notamment par des chercheurs de Wageningen, qui ont compilé diverses données qui disent que au-delà de 6 hectares, en gros, une parcelle n'a plus grand, enfin, on perd de réels bénéfices sur la biodiversité en termes de taille de parcelle, et donc avoir un parcellaire le plus morcelé possible et parmi les éléments fondamentaux, et ils estiment, eux, que c'est à 11% minimum de surface pour des éléments semi-naturels dans un paysage agricole qu'il faudrait pour avoir des services rendus par la biodiversité. Donc là, c'est vraiment, j'ai pris, on va dire, les résultats assez rapidement. Là, c'est des suivis qu'on a fait sur les plantes et papillons. Alors,
Ce suivi-là, en l'occurrence, parce qu'on avait, oui, je ne l'ai pas dit, mais sur notre expérimentation, on l'a fait sur des bandes qui ont été implantées en 2008. Alors, avec divers protocoles, des bandes avec une espèce monoculture type Facelli, des bandes avec un mélange luzerne graminé, des bandes avec du semi-spontané. Enfin bref, on avait testé pour essayer de voir l'intérêt des diverses bandes. Donc là, et on a fait des suivis aussi sur des bandes qui existaient depuis plusieurs années. Donc certaines qui étaient des bandes pérennes, qui avaient toujours existé, enfin, de mémoire de l'exploitant en tout cas, avaient toujours été là. Et puis d'autres, des bandes qui avaient été implantées en bord de rivière, notamment dans le cadre d'expérimentation 5 ans auparavant. Donc ça permettra de répondre un petit peu à la question tout à l'heure. Donc là, vous avez le résultat sur l'impact, enfin, les différents types de milieux. Et à gauche, vous voyez le nombre d'espèces de plantes qui a été compté. Donc, quand on part du chemin, donc le chemin, c'est des chemins en Champagne, en zone de production de pommes de terre. Donc, autant dire que c'est des chemins où il n'y a pas beaucoup d'herbes qui poussent. Les cultures, donc là, c'est culture agricole. On était sur des parcelles qui étaient en conventionnel à l'époque. Maintenant, elles sont passées en bio, mais à l'époque, elles étaient en conventionnel. Les bandes enherbées, des jachères, donc là, jachères pérennes qui étaient en jachère depuis 92, et camp militaire, puisqu'on avait un camp militaire qui était au bout de ces bandes, donc là, qui est l'espace relictuel, on va dire, du milieu naturel qui a toujours, enfin, qui existait auparavant dans le secteur. Et on voit dans la comptabilisation sur le nombre de papillons, sur les familles de papillons comptées, qu'en fait, plus le milieu se complexifie, plus on a une diversité d'insectes qui est présent, et en l'occurrence là, en suivant les papillons. Et qu'on a notamment, alors ce qui est intéressant, c'est que la complexification maximale du milieu, elle était observée non pas dans l'espace naturel, c'est-à-dire que la biodiversité la plus importante, c'était dans les jachères qu'on le retrouvait, parce qu'on retrouvait encore quelques espèces relictuelles des milieux cultivés, et on avait déjà la biodiversité présente dans les milieux historiques, donc par dissémination, sachant que le 2008, on était dans des milieux qui étaient depuis 16 ans en jachère, quoi. Donc, en gros, donc, les jachères, c'est un milieu où certaines espèces seraient amenées, on est vraiment à un maximum, et après, il y a une déclinaison avec la disparition progressive des dernières espèces relictuelles de milieux cultivés. Alors là, c'est un autre suivi qu'on a fait donc, sur les carabes. Alors pareil, je ne vais pas dans le détail parce que donc, c'était sur diverses exploitations alors, elles étaient toutes en conventionnel, mais leur différence, c'était des grosses différences en termes d'itinéraire technique, c'est-à-dire qu'on avait des exploitations qui étaient déjà assez avancées en réduction phyto, d'autres qui étaient en TCS, d'autres en labour. Et donc là, c'est la synthèse plus sur l'ensemble. Alors, je crois que c'était plus de 2000 carabes qui avaient été piégés. On avait trouvé 23 espèces qui étaient les espèces dominantes qu'on trouvait. On n'avait pas trouvé d'espèces vraiment phares, mais on trouvait les principales espèces qui sont communes en milieu agricole et notamment présentes dans notre région. Presque toutes intéressantes parce que prédatrices des limaces. Et si on a eu et donc 5 espèces qu'on s'attendait à trouver qui n'ont pas été trouvées. Alors en bleu clair, en fait, c'est le Melanarius, qui est une espèce très peu sensible et un peu un Rambo. On la trouve même dans des zones patatières intensives. Donc voilà, c'était quasi normal. Par contre, d'autres espèces qui là, alors déjà le Melanarius était très variable suivant les fermes. C'est-à-dire qu'il y a des espèces où elle était ultra dominante et puis d'autres où elle était au même niveau que d'autres. Qui est en lien aussi, voilà. Donc là, c'est en l'occurrence sur ma ferme et vous voyez la bande en photo en dessous. Là, on est dans le cadre d'une bande qui a été implantée en 2003. C'est une bande qui est en ripisylve, en bord de cours d'eau. Donc, on a vu la progression, on a pu évaluer la progression, donc on a fait sur diverses fermes, l'évolution de la population de carabes à divers moments de l'année entre la reprise du printemps et puis l'été. Et là, on voit bien que les pics de population commencent façon quasi simultanée dans la bande enherbée et le piège. Alors après, ça peut être juste un effet de localisation du piège, la différence de hauteur de pic. Et que donc à 15 mètres dans la parcelle, donc on voit bien qu'il y a la zone ressource qui est présente par la bande enherbée.
et qu'à 75 mètres, il faut attendre quasiment la moisson pour avoir le pic. Donc, à un moment où on n'a plus forcément besoin beaucoup des carabes, quoi. Donc, c'est un élément qui permet de conforter l'intérêt justement de l'importance d'avoir régulièrement des espaces semi-naturels pour servir de zone refuge et permettre la progression dans le parcellaire. Donc, tant que j'y suis sur cet espace-là, donc là, on a fait les suivis, on a fait aussi les inventaires botaniques. Donc, la bande a été implantée en 2003 avec que de la fétuque parce que l'objectif, c'était la qualité de l'eau. Donc, c'était monospécifique. À l'époque, ça n'avait pas été implanté pour des objectifs de biodiversité. Sauf que dès 2000, enfin, pratiquement les années suivantes, très régulièrement, elle a été fauchée et exportée pour des besoins de l'élevage. Donc, la fétuque, en fait, au bout de 5 ans, on a pu observer que la fétuque n'était plus dominante, alors que c'était à la base implanté pour. Bon, à côté, il y a eu aussi, on va dire, une conduite très raisonnée. La parcelle était en conventionnel, aujourd'hui elle est en bio, mais à l'époque elle était conventionnelle, mais il y avait déjà, on va dire, pas mal de progrès sur la conduite. Et on était arrivé déjà en 5 ans à plus de 30 espèces de fleurs, et avec des zones où on avait de l'apparition d'orchidées et des zones où c'était carrément des légumineuses qui avaient pris le dessus sur la fétuque, avec du trèfle jaune. Donc voilà, ça montre quand même que certes, il faut du temps, mais on a des résultats quand même. Il ne faut pas attendre le successeur et on peut avoir des résultats de manière assez rapide à condition de pouvoir mettre des mesures de gestion. Et c'est vraiment toute l'importance de ce qui a été dit précédemment sur notamment la gestion des zones enherbées et l'importance de pouvoir notamment exporter et éviter la prédominance d'une plante très concurrentielle. Donc le bilan, alors l'importance agroécologique a été confirmée pour les zones non cultivées, ça, donc confirmé pour nous, hein, au niveau scientifique, il n'y avait pas besoin, mais en tant qu'agriculteur, on avait besoin de pouvoir le démontrer. On a vu l'importance d'y associer des pratiques agronomiques. Bon, là, je ne suis pas rentré dans les détails sur le CARAP, ça a été dit précédemment, mais sur l'impact du travail du sol, de la pression phyto était flagrant sur le type d'espèce. C'est-à-dire qu'on aura toujours des carabes, mais on peut avoir par exemple un Melanarius qui va être ultra dominant, voire quasi exclusif. Et si on veut vraiment une diversité, et la diversité est importante parce que la diversité de carabes permet de s'attaquer aussi à une diversité de ravageurs. Mais c'est valable pour d'autres. Ce qui nous a conforté dans notre travail et là où on a vu aussi les limites en étant parti uniquement sur les bandes enherbées. Alors pourquoi on est parti au départ uniquement sur les bandes enherbées? C'est parce que en zone céréalière, partir directement sur l'arbre dans une zone où l'arbre pousse très mal. On est dans la zone de la craie notamment, et Napoléon III essaie de planter du pin noir, ils sont encore visibles et on attend encore qu'ils aient une tête de pin comme dans les Vosges. Par contre, ce que nos résultats ont vraiment permis de voir, c'est que il fallait avoir déjà une bande enherbée à base de graminées légumineuses pour pouvoir occuper l'espace dans un premier temps et commencer à avoir déjà des premiers services, les légumineuses ayant intérêt pour notamment apporter un peu de fleurs. Et parce que ça peut être semé assez facilement, et après la gestion permet d'essayer de favoriser la diversification du milieu. Les arbres, parce que les bandes enherbées seules, on s'est rapidement retrouvé confronté à un problème que les paysans voient fréquemment aujourd'hui, c'est la pullulation de campagnols. Et plutôt que de mettre des piquets dans les champs, on s'est dit que d'avoir des arbres, ça serait peut-être un peu moins idiot. Par ailleurs, ce qui a été dit précédemment aussi, c'est que la ressource en termes de fleurs pour les pollinisateurs, notamment, si on prend des espèces comme le prunellier et le cornouiller, peuvent apporter la ressource dès les mois de février et mars, alors qu'on n'aura pas de fleurs qui vont fleurir à ce moment-là. Donc, et puis, derrière l'enjeu paysager, donc maintenant on travaille avec les agriculteurs en fonction des volontés, au moins d'avoir implanté des plots d'arbres régulièrement en fonction des priorités, mais ça me paraît vraiment fondamentaux. Et puis l'autre élément, on avait fait aussi des suivis sur les chauves-souris. Parce qu'on avait des zones notamment avec des bosquets qui n'étaient pas très loin, on se disait peut-être qu'elles viennent prospecter. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où il n'y a pas
d'arbres qui permettent d'indiquer on va dire de la 3D et de la hauteur. Il n'y a pas d'obstacle pour les chauves-souris et du coup, elles ne viennent pas prospecter dans les champs. C'est-à-dire que les champs qui étaient en zone d'open field, on observe les quelques tentatives qu'on a fait avec des assos naturalistes pour faire du comptage, on n'observait pas de colonisation dans les champs s'il n'y avait pas d'arbres qui permettaient de les guider pour aller prospecter. Et elles restaient vraiment autour des zones avec les arbres. Donc voilà, là, sur ce type, il y a un certain nombre d'espèces où, en gros, il y a vraiment de l'enjeu pour avoir des arbres. Et puis après, voilà, les fleurs, donc ce que j'ai dit pour les pollinisateurs, donc essayer de favoriser après une diversité maximale. Donc aujourd'hui, on est arrivé à, donc ça, si on plantait local, c'est le titre de notre nouveau projet qui est dans le cadre d'un GI2E qu'on a créé au sein du CIVAM. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, les arbres, c'est important, c'est bien, mais si on cherche à favoriser, notre objectif depuis le début, c'est quand même d'essayer de favoriser l'apparition d'une biodiversité locale et issue des espèces qui sont présentes naturellement dans le secteur. Quand on a regardé pour implanter les premiers cahiers de charges qui nous ont été proposés dans l'accompagnement qu'on avait, c'était par des pépinières avec du plan issus en gros de graines qui ont été collectées en Pologne, à peu près partout pareil en Europe, qui sont poussées dans des pépiniers, dans des plants en Hollande et qui sont rachetées par les pépinières locales. Enfin, je caricature un petit peu, mais et encore si peu. On a essayé de se renseigner pour voir comment on pourrait essayer de se fournir en plants qui sont adaptés déjà aux essences, mais aussi qui reflètent la diversité génétique et qui ne sont pas au sein d'une essence, qui ne sont pas monospécifiques comme on le voit nous dans le milieu agricole, quoi. Donc on était censé assez à maintenir la diversité génétique au sein même des essences présentes, quoi. Et en se disant que, par ailleurs, avec le changement climatique, essayer d'avoir des espèces issues de notre secteur qui s'étaient déjà peut-être, alors il y a deux stratégies, hein, c'est soit de choisir des espèces complètement exogènes, adaptées déjà, mais comme on ne sait pas comment on va évoluer, on se dit peut-être que les espèces qui ont survécu jusque-là réussiront à s'adapter, donc on va miser sur la diversité génétique. Et donc avoir cette filière et en parallèle pouvoir accompagner les agriculteurs depuis le choix, c'est-à-dire en fonction, un des credos du CIVAM, c'est l'autonomie décisionnelle, donc de pouvoir, en fonction de ce qu'ils attendent de la haie, des bénéfices attendus, de pouvoir les accompagner dans le choix, dans le type d'aménagement et dans la composition à privilégier. Et là-dessus, on travaille avec des acteurs, l'Arbre Champêtre, donc la FAC, l'agroforesterie, mais aussi Eviva d'Alsace, qui, sur notre région administrative, a une grosse expérience là-dessus. Enfin, l'Alsace était assez avancée. Donc, alors ça, c'est sur l'accompagnement, on a mis en place notamment des documents. Alors là, vous avez un exemple d'une grille qui permet de présenter l'ensemble des espèces qu'on trouve naturellement dans le secteur, qui sont adaptées. Alors, on avait diverses colonnes avec l'adaptation aux différents milieux, zones agricoles entre les zones de vallée, les zones de plaine pure crayeuse et autres. Leur présentation un peu paysagère et puis surtout les intérêts écologiques pour la production de bois, la période de floraison et puis diverses spécificités. Et puis en parallèle, on propose des formations pour savoir planter une haie en cohérence avec son agrosystème et le changement climatique pour que les paysans aient les clés dans à la fois le choix de la plantation, mais surtout ce qui me paraît fondamental, c'est que si un paysan fait planter une haie clé en main, c'est bien, il aura une belle haie plantée au début, mais il ne saura pas la gérer dans la suite. Et ça nous paraît fondamental que d'un paysan ait les clés dès qu'il choisit de planter une haie, qui se projette et qui sache que ça s'entretient une haie qu'il faut savoir la gérer. Donc sur la multiplication de plans locaux, donc on va de la graine, c'est-à-dire que là on travaille donc dans le cadre d'une filière qui s'appelle Végétal Local. Donc ça c'est un label qui est piloté par l'Office français de la biodiversité et par le ministère de l'écologie, qui permet de certifier qu'il y a un cahier des charges pour aller prélever sur des plants qui sont vraiment, on va dire, d'origine et dans le milieu présent et qui a aucune possibilité de croisement avec des essences, avec des plantes de même espèce, mais qui sont d'origine horticole.
On fait de la collecte de graines en milieu naturel sur des milieux qui sont préidentifiés comme étant vraiment des zones très peu anthropisées depuis un certain temps. Donc, en 2020, c'était la première année qu'on faisait la collecte sur notre zone géographique. Donc, on a collecté près de 400 kilos de fruits pour 23 espèces d'essence. Et on a identifié deux pépiniéristes locaux là, qui sont intéressés pour la production de plants. Parce qu'il y a une demande pour le végétal local certifié et qui se multiplie là, enfin, dans les collectivités et maintenant dans le milieu agricole. Donc, et on travaille avec notamment un ESAT pour au moins parce que c'est pas tout de collecter le fruit. C'est pas une moissonneuse batteuse qui permet d'avoir la graine à la sortie. Il faut pouvoir s'adapter à tous les types de graines pour en extraire la graine à planter pour le pépiniériste. Donc, et l'objectif derrière, c'est de créer du lien entre agriculteurs, mais aussi avec les citoyens. Parce qu'on se dit que c'est un beau projet qui permet justement de créer de l'échange.